Donc moi c'est Caroline de Benedetti, je suis directrice de collection aux éditions La Talente. C'est Aymeric Cloche, et je suis directeur de collection, enfin co-directeur du coup de collection aux éditions La Talente aussi, pour la collection qui s'appelle Fusion. Il faut qu'il y ait un crime. C'est un crime ou un délit, hein. C'est pas forcément quelque chose de très grave, ça peut être le vol d'un poisson rouge par exemple. Ça marche. Ou ça peut être un meurtre, voilà, n'importe quoi. Et il faut que ce soit au centre de l'œuvre. Mais après, c'est au centre de l'œuvre, ça peut être avec une enquête classique, mais ça peut être aussi avec une enquête moins classique, c'est-à-dire une enquête où on va pas savoir forcément qui a tué, enfin c'est mieux quand même quand on sait, mais ça peut être quels sont les ressorts qui ont mené au drame, ressorts psychologiques, quels sont les champs de force qu'on fait qu'il y a eu un drame. C'est pas forcément avec des indices comme dans un roman d'enquête un peu roman-jeu. C'est-à-dire que le drame aussi est important. Le crime, le corps, la découverte du cadavre n'est pas la seule mécanique du roman policier, et l'intervention policière même n'est pas forcément toujours indispensable, et c'est probablement nous ce qui nous plaît aussi le plus, c'est tout ce qu'il peut y avoir à la périphérie. Dans ce qu'on a publié en tout cas, on n'est pas forcément dans la présence d'enquêteurs policiers, et l'issue dramatique est aussi un mode de narration. On peut aller vers le drame, et le drame n'est pas forcément présent dès le début du texte. On a un drame en France un petit peu, c'est qu'on a appelé littérature criminelle, comme ça on appelle ça littérature, enfin roman policier. En vérité, on devrait faire comme les anglo-saxons ou comme les allemands, enfin appeler ça crime novel, criminal roman, enfin roman criminel. Donc voilà, c'est un roman dit policier, mais en fait un roman plus un roman criminel, c'est-à-dire c'est pas forcément un roman avec des policiers dedans, mais il faut qu'il y ait un crime ou un délit, et qu'on tourne autour de ça, d'une manière ou d'une autre. Et on a un autre critère qui est l'écriture, évidemment, qui est là un autre sujet à part entière de discussion, puisqu'il y a l'histoire en elle-même, et on est aussi très sensible à la qualité de l'écriture. L'histoire n'est pas suffisante. Si jamais l'histoire est bonne, mais que c'est une rédaction de niveau 3e, ça va être gênant. Alors, on aura l'un et l'autre peut-être des réponses différentes, mais je pense qu'il y en a une qui nous serait commune, c'est qu'on est aussi des grands lecteurs de romans policiers, et qu'il y a des mécaniques qu'on a beaucoup trop vues l'un et l'autre, trop lues, et qui sont devenues très archétypales, ces mécaniques, et la découverte justement d'un cadavre au début du livre, avec l'arrivée de la police, d'un policier peut-être un peu dépressif, puis de la police scientifique. Qui s'est séparé de sa femme. Qui s'est séparé de sa femme, et éventuellement avec une première phrase qui serait une description de la météo, par exemple. Voilà, là c'est vrai que nous, quand on part sur 2 pages comme ça, il y a très peu de chances qu'on ait envie de la page 3 poursuivre. Voilà, parce que, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose de très spécifique. Dans le cas de Simone Borrols, par exemple, qu'on a publié, il y a la découverte d'un corps au début dans un des romans, mais c'est tellement spécial et il y a une telle écriture que là, ça fonctionne. Mais c'est un sur... Oui, là, il y a une telle voix dès le début, dès les premières phrases. C'est super important, les premières phrases. Enfin, le début d'un roman, quand on envoie un manuscrit, je pense... C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, parce que c'est là où vous allez montrer, où on montre en fait qu'on peut écrire comme ça. C'est pas grave si après, vers le milieu, ça se relâche, etc. C'est logique aussi. Un écrivain, une écrivaine, une autrice, un auteur ne peut pas tenir la route comme ça pendant 200 pages, 250 pages. Mais s'il a bien travaillé son début, qu'on voit, qu'on commence à lire, qu'il y a une voix, qu'il y a quelque chose, on se dit, ok, ça, il sait faire, on va continuer à lire, et même si après ça diminue, c'est pas grave. C'est juste qu'on va avoir un petit peu plus de boulot avec lui. Voilà. Ou avec elle. Après, moi, j'ai des tendances à avoir envie de couper pas mal de choses dans le gras des phrases. Voilà, je sais que c'est un des aspects auxquels je fais le plus attention, c'est souvent des redites. La tendance qu'on peut avoir quelquefois à penser que le lecteur ne va pas avoir tout compris et qu'il faut dire la chose plusieurs fois. J'aime bien les ellipses, j'aime bien ce qui est suggéré. Là aussi, en tant que lectrice, j'aime ça. Et donc, quand je le lis dans un texte, j'aime aussi que tout ne soit pas donné, tout ne soit pas expliqué, qu'on n'ait pas un personnage dont on ait la biographie en 15 lignes. Ça peut se faire au cours de l'histoire aussi. Le premier écueil, moi, que je vois souvent, ce qui fait que je repose tout de suite un manuscrit, je ne vais pas jusqu'au bout, hein, je ne vais pas au bout de tous les manuscrits, c'est rare. Enfin, 50 premières pages pour moi. Caroline est un peu plus indulgente, mais moi, et je passe peut-être à côté de grandes choses, c'est possible, mais peu importe, on a tellement de choses à lire. 50 premières pages, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'accroche, et une des premières choses que je vois, moi, qui peut être un frein, c'est quand l'autrice ou l'auteur se raconte l'histoire à lui
parce qu'il est en train de la construire en fait. Et il n'est pas en train de me la raconter, il se la raconte à lui. Ça c'est ok, qu'il le fasse il faut le faire dans sa salle de bain. Il faut le faire le matin devant son petit déjeuner, son machin, ses tasses, etc. Ou avec son copain ou sa copine à côté, ou avec quelqu'un, il lui raconte l'histoire qu'il veut raconter. Mais après, il faut qu'il la raconte, qu'il nous la raconte à nous, à tout le monde. Et là, c'est pas le même boulot. Il y a un boulot de comment je vais la raconter, quel angle je vais prendre, comment. On peut très bien commencer avec un cadavre. C'est là où toi, des fois, tu es un petit peu. Oui, non mais. Tu manques un peu d'indulgence. On peut commencer avec un cadavre et un policier qui arrive. Il n'y a pas de règle. Comment tu me le dis? Comment tu me le racontes? Comment ça se fait que cette chose-là que j'ai déjà lue 1240 fois, quoi, enfin je sais pas. 43. Comment ça fait que tu m'as pris par la main et que je continue à lire alors que c'est archi classique au début. Voilà. Il faut raconter l'histoire aux autres, pas à soi-même. Après, ça, c'est effectivement des grandes généralités qui paraissent simples à dire. Et voilà, après, sont simples à dire, mais pas à faire. Mais dans le concret, c'est là où c'est compliqué, effectivement, parce que ce qu'on va dire pour beaucoup ne fonctionnera pas, parce qu'il y en a un qui arrivera à trouver une voie propre en déjouant ces écueils-là. En se racontant l'histoire à lui-même, mais c'est rare. Mais c'est rare. Donc effectivement, je pense que le plus sobre, en fait, voilà, moi j'aurais envie de dire le plus sobre possible quand on commence, c'est probablement le plus difficile, et on s'en rend compte dans les textes qu'on lit, c'est qu'il y a des tentatives d'en rajouter, de gonfler des phrases, de faire un peu choc, de vouloir impressionner, et c'est très casse-gueule, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser et qu'il faut peut-être attendre un peu avant de déployer tout ça, et de miser sur la sobriété au début, ça a peut-être plus d'impact. Autre chose dont on n'a pas parlé, parce que c'est paraît évident, mais en fait ça ne l'est pas parce qu'on reçoit des manuscrits qui n'ont rien à voir avec la ligne éditoriale de la maison d'édition. Nous, le crime est notre affaire dans notre maison d'édition. C'est clair. Si jamais quelqu'un nous envoie un manuscrit qui parle je sais pas, du montage d'une commode Ikea, voilà. Ça va pas jusque-là quand même. Non, mais ça va pas jusque-là. Mais on peut recevoir des choses qui n'ont rien à voir avec la ligne éditoriale. C'est-à-dire de personnes, on ne demande pas à ce que la personne lise tous les livres qu'on publie, mais peut-être un, ou qu'il lise le début de 2 ou 3 bouquins pour voir un petit peu ce qu'on cherche, ou tout simplement qu'il aille voir sur le site qu'est-ce qu'on fait. Ça c'est important parce que ça évite de faire perdre du temps à tout le monde. La personne qui voit le manuscrit et qui attend une réponse, là, qui va, ma réponse elle arrive quand, alors est-ce qu'ils l'ont lu, est-ce que vous avez lu, et ça. Voilà. Non, si jamais c'est une commode, on essaye de répondre aux manuscrits qu'on nous envoie, mais moi parfois je réponds pas. Hein. Il faut, je pense, repérer. Les maisons d'édition sont assez transparentes là-dessus. Enfin, les infos, on les trouve quand on veut. Oui. Voilà, donc cibler les textes qu'on envoie, à qui on les envoie, parce que ça fait gagner probablement pas mal de temps. C'est quasi obligatoire, je pense. Il y a aussi bon puisse être le texte, il y a toujours un endroit où il y a quelque chose à faire. Alors moi, donc, couper quelques bouts de phrases, revoir quelquefois dans la structure. Hein, ça peut être, nous, on va... Ça, c'est moi qui aime bien faire ça. Voilà, toi, t'aimes bien faire ça. Revoir pour la narration, pour le regard qu'on peut avoir sur l'efficacité de la narration, revoir un peu la structure, oui, mais il y a toujours quelque chose à faire. Il y a parfois même énormément de travail. Hein. Parfois, il y a des réécritures. Là, je suis en train de corriger un manuscrit. J'ai mon stylo 4 couleurs, là. Je regardais, là... J'ai quasiment toutes les pages, j'ai des choses à revoir. Quoi. Ça peut être une phrase qui me paraît bancale, ça peut être un événement qui n'a pas été assez préparé, il y a quelque chose qui arrive, un événement là qui pop, un peu comme pop, qui fait les gens parfois croient que le suspense c'est de la surprise, que la bombe explose, ça fait pop. Non, ta bombe si elle explose, il faut que tu aies prévenu avant d'une manière ou d'une autre qu'elle explose. Il faut que le lecteur soit inconsciemment fasse sentait qu'il allait se passer quelque chose, ou que consciemment, si jamais il a réussi à tirer le fil, bah oui, bien sûr, j'en étais sûr, ça explose à ce moment-là. Enfin, il faut qu'il y a tout ça, j'adore moi faire ce boulot-là de restructurer un petit peu. Quand un personnage arrive, si vous faites la fiche Wikipédia du personnage, quand il arrive sur 2 pages, on va pas le faire. Il va falloir essayer de disséminer un petit peu, voilà. Après, par contre, sur ça, il y a un travail à faire avec l'autrice ou l'auteur pour pas braquer l'autrice ou l'auteur. Il faut essayer de le dire. Il ne faut pas que l'autrice ou l'auteur tombe sur le manuscrit que moi j'ai avec mon stylo. Hein. Parce que là, moi, je marque n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Enfin, je suis un peu, etc. Non, ça, c'est forcément dans le... Et après, on reformule dans le contact, voilà, que ça se fait dans un deuxième temps. Il y a le travail de correction qu'on fait, nous, de notre côté, et ensuite, le lien avec l'auteur. On n'a pas de manuscrit qui arrive et qu'on publie comme ça directement. On a des fois, il y a certains auteurs ou certaines autrices, on retravaille moins,
parce que c'est très, très, très varié déjà. Mais, ouais, non. Non, ça existe, pour nous, ça n'existe pas un manuscrit qu'on publie tel quel. Alors on pourrait dire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que de raconter des histoires? Ça peut être provoquer des émotions, susciter des émotions, parce qu'il y a des histoires qui ont déjà été racontées 1000 fois, et c'est pas en soi l'histoire qui est forcément le plus important. Non mais raconter. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Le verbe est important. Oui, j'écoute pas assez la question. Non, c'est souvent ça. Ouais. Oui, après on pourrait lui prêter d'autres susciter des buts. émotions aussi. Susciter des émotions, faire réfléchir par le biais du divertissement et justement de l'aventure, de ces histoires qui nous embarquent, parce qu'effectivement raconter une histoire c'est un niveau, mais il y a tout ce que l'histoire permet aussi de faire passer, ou tout du moins de susciter. Mais moi je sais que ce qui marche le plus, c'est quand effectivement on m'a raconté une histoire. Et raconter une histoire, ça veut dire plein de choses à la fois. Moi je sais que je me souviens des livres dont les personnages me sont devenus très proches, où j'ai des images qui me restent en tête, des personnages que j'ai suivis pendant toute une histoire justement. Donc ça, voilà, raconter une histoire, c'est donner vie à un personnage par exemple. C'est pas juste l'idée de l'histoire, de son point A à son point B, des rebondissements et tout ça. Ça peut être juste un personnage magnifique pendant 400 pages. Il vous raconte une histoire aussi. Non, l'émotion, c'est l'émotion, vraiment, c'est hyper important pour moi d'avoir ressenti quelque chose. Et l'histoire peut passer au... J'ai des livres où c'est une promenade sur la lande à cheval qui va me rester en mémoire du bouquin très très fort, un moment très très fort, et où l'histoire va s'estomper un petit peu. L'émotion est extrêmement importante dans mon plaisir de lecture. Il faut que ça arrive à m'émouvoir, quoi. Rire ou pleurer, ce qui est assez difficile à faire. Oui, oui. Frissonner. Nous, la collection qu'on dirige, là, s'appelle Fusion, c'est pour ça. C'est parce que ça s'hybride toujours. Il y a le genre, le crime, le roman criminel, le roman policier criminel, sert de plus en plus, a servi et sert encore de refuge à beaucoup de genres, soit qui ont été décriés, soit qui fonctionnaient plus très bien. Vous voyez, en France, par exemple, le fantastique. Nous, on travaille très souvent avec des libraires, des bibliothèques, des écoles, tout ça, etc. Et on leur demande, vous voyez des rayons fantastiques quand vous rentrez dans une librairie ou en bibliothèque, au bibliothécaire, on demande, vous avez un rayon fantastique, vous avez un rayon policier, vous avez un rayon science-fiction parfois, pas toujours, des fois ils mélangent les deux. Mais est-ce que vous avez un rayon fantastique? Ah, non. Est-ce que vous pouvez nous citer des maisons d'édition qui font du fantastique à l'heure actuelle? Il y en a, hein, mais elles sont assez... petites, confidentielles. Et le roman policier, le crime novel, par exemple, le fantastique a trouvé refuge dans beaucoup de crime novels, de romans policiers. Donc la fusion est déjà là. Enfin, c'est déjà là. Le mélange déjà, l'espionnage, qui est un genre à part entière. L'espionnage, c'est un genre à part entière. Le mur de Berlin s'écroule, là, boum. Enfin, il s'écroule pas comme ça. Hein. La littérature d'espionnage disparaît quasiment, alors que le monde devient encore plus compliqué. Avant, Bloc Ouest, etc. Bon, c'était pas pour ça que c'était facile, mais ça... Et l'espionnage a trouvé refuge dans le roman policier. Donc oui, ça s'hybride. Et je pense que ça va continuer à s'hybrider. Je pense qu'avec les générations de lectrices et de lecteurs qu'on a à l'heure actuelle, qui ont accès à tous les genres, comme à toutes les musiques, avec Internet, avec tout ce mélange, et on va arriver à une hybridation de plus en plus importante dans le genre, dans les genres. Il y a des romans de science-fiction qui sont traversés par du roman policier. Il y a, oui. Le bon exemple, c'est Appartement 813, je suis en train de chercher 816. T'es sûr? C'est le film de Kubrick. Bon. 816. Qui est une anticipation noire qui nous projette dans l'appartement d'un homme en période d'enfermement suite à un virus. Voilà, on est dans un futur où on joue justement sur le mélange des genres. Enfin, c'est pas qu'on joue, c'est un choix de narration. Et le roman de Kenan Gorgun, qui est ici au festival Quai du Polar, est un roman qui s'appelle Oublie que je t'ai tué, et qui s'est emparé aussi de la romance, avec une touche de légèreté, une pointe de noir. On dit romance maintenant, c'est littérature sentimentale en fait. Oui. Il fait un livre Fleur bleue électrique.
Voilà, voilà, c'est ces genres différents qui vont se côtoyer et qui effectivement l'ont toujours fait. Et on ne s'empêche absolument pas ça parce que c'est notamment dans ce qui nous a le plus enthousiasmé en tant que lecteur ces dernières années, une grande possibilité qu'on voit dans la littérature de renouveau. Bon, c'est un renouveau perpétuel, hein, parce que c'est pas non plus une nouveauté, mais qui peut donner des choses vraiment très intéressantes et qui est effectivement aussi, comme disait Aymeric, dû à des générations qui, eux, ne se posent peut-être pas les mêmes questions d'étiquette et de genre et qui vont écrire, voilà, en allant puiser dans tout le référentiel qu'ils ont, qui va être un univers imaginaire très large. Donc ça va sortir comme ça. Ah, moi j'aurais envie de dire non et non. Non et non. Bah, on doit s'en servir sans s'en rendre compte pour certains logiciels. Non, on ne sert pas le logiciel quand on travaille. Non, l'illustration est très importante et il y a des gens dont c'est le métier. On pourrait faire corriger un texte par un logiciel, par une application, oui, mais non. Enfin, il y a un vrai choix, il y a un vrai positionnement à avoir. C'est des choix qui peuvent être différents et justifiés de différentes manières. Mais à l'heure actuelle, il y a de tels enjeux dans la culture, la littérature, que introduire l'intelligence artificielle là-dedans, c'est vraiment un gros risque qui arrive pour plein de gens. Et là, à tous les échelons, on va dire, moi, nous, je sais pas, peut-être toi, mais on n'y voit pas pour l'instant l'intérêt. Les auteurs, voilà, ils auront eux leur choix à faire avec l'outil. Ça peut être aussi d'autres raisonnements, mais illustration, correction, traduction, non, travaillons avec les gens. Il y a sûrement les correcteurs mis dans les logiciels. C'est une forme sûrement d'intelligence artificielle, tu vois, qui corrige, mais c'est pas vraiment au point. Nous, on a 3 correcteurs qui travaillent sur les textes. Après nous, trois correcteurs ou correctrices qui travaillent sur les textes, c'est indispensable. Et même quand ça sera au point, c'est l'intelligence artificielle, l'écriture est un processus purement humain. Que l'intelligence artificielle, elle range le linge à ma place. Elle le fait déjà un petit peu avec la machine à laver, mais elle ne le range pas encore. C'est pas encore ma machine à laver n'est pas encore au point. Qu'elle range le linge à ma place, qu'elle fasse tous ces trucs-là dont j'ai strictement rien à faire, où je ne m'épanouirai pas, et où je ne construirai pas quelque chose, ça ne me dérange pas. Si elle commence à prendre ma place pour tout mon travail d'imagination que je vais avoir, où je m'épanouis et où je me développe, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Puis c'est plus les mêmes enjeux. Après, nous, on est peut-être aussi une génération où on ne voit pas venir les changements, où on ne voit pas venir ces choses-là. Oui, puis il n'y aura pas le choix. Enfin, elle est là de toute façon. Oui. Après, c'est des choix individuels et collectifs aussi, ceci dit. Mais en tout cas... Moi, ça m'ennuie. Pour l'instant, ça m'ennuie. Quand je vois les dessins faits par... Je regarde des fois les dessins faits par intelligence artificielle, ça m'ennuie. Les photos m'ennuient, les textes m'ennuient. Les articles que j'ai pu lire m'ennuient. Pas... Et puis surtout, ce que je pense avec ce truc-là, à mon avis, c'est que les intelligences artificielles vont se développer sûrement très très vite. Mais alors, elles calculent tellement vite qu'elles vont vite nous trouver ennuyeux et qu'elles vont faire autre chose de leur côté. Ça va être un film de science-fiction. Non, mais elles vont faire leur truc, elles vont parler entre elles, et puis voilà, nous on continuera nos machins.